le LMNP dans son état actuel a-t-il une chance de durer encore 10 ans? Bon non. C'est simple, franc et massif, frère. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du LMNP, une mesure qui était extrêmement favorable aux investisseurs immobiliers et qui est aujourd'hui remise en cause. Et pour en parler, j'ai deux invités de marque avec moi. Bonjour Jérémy. Bonjour Clément. Bonjour Thierry. Salut. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez mutuellement vous présenter? Jérémy, tu es évidemment un spécialiste de l'immobilier résidentiel. Bah oui, effectivement. J'ai créé un groupe, Kianeos, qui est spécialisé dans la rénovation des logements, donc en 2018. Donc maintenant, il y a plusieurs activités. On a structuré donc des SCPI avec l'idée d'utiliser l'épargne des particuliers pour acheter des immeubles et les rénover. Il y a un fort biais, ce qu'on appelle ESG aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'améliorer la performance des bâtiments. Toute cette notion sociale de lutte contre le mal logement, essayer de travailler avec des entreprises locales, etc. Et puis après, maintenant, on a intégré à la chaîne, on fait la gestion locative aussi, le dépannage, la maintenance. C'est un groupe qui rénove à peu près 1000 logements par an. Ce qui, d'après ce qu'on me dit, fait partie des principaux acteurs de la rénovation en France. Et donc au total, là, depuis 2018, on nous a confié quasiment 400 millions d'euros d'épargne. On a rénové à peu près 5000 logements. Voilà. Excellent, merci Jérémy. Thierry, toi du coup également en grosse expérience sur l'immobilier résidentiel et notamment le LMNP. Ouais, alors moi je suis avant tout un grand fan de Kianeos. J'ai créé une boîte à consonance grecque à peu près au même moment qui s'appelle Mastéos et qui accompagne les particuliers, qui accompagnait, puisqu'elle a été revendue dans la douleur à Novaxia cette année, qui accompagne les particuliers dans leur projet d'investissement locatif. Et c'est une boîte qui est connue pour avoir grossi très très vite. Entre 2020 et 2022, on est passé de 0 à 400 salariés, de 0 à 25 millions de chiffre d'affaires, de 0 à 150 millions de valo pour finalement exploser en vol à la remontée des taux d'intérêt. Mais entre-temps, on a fait 1550 opérations, 900 chantiers, 1700 locataires dans 180 communes et 4 pays. Et une grande part en LMNP, d'où ma présence ici et merci de m'avoir invité. Merci à tous les deux. Pour commencer, peut-être pour les auditeurs qui connaissent un peu moins le LMNP, alors déjà, LMNP, location meublée non professionnelle. Thierry, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est le LMNP et finalement, pourquoi finalement c'est un choix fiscal, le LMNP, pourquoi c'est devenu si populaire? Pour une raison simple, c'est parce que tu peux écraser ton revenu, tes loyers, tu peux les défiscaliser, les neutraliser fiscalement avec cette matière déductible qui est l'amortissement. Ces amortissements ne sont pas repris en sortie. C'est ça qui est incroyable, tu as le beurre et l'argent du beurre. D'un côté, tu peux ne pas payer d'impôts alors que tu génères du revenu locatif. C'est une chose, mais en général, tu es repris à un moment. Et bien là, non, tu n'es pas repris. Dans tous les autres régimes fiscaux, dès que tu pratiques de l'amortissement pour écraser ton revenu fiscal et ne pas payer d'impôts, tu es repris en sortie, pas en LMNP. Il n'y a pas de reprise d'amortissement lors du calcul de la plus-value en sortie. Et ce côté, avoir le beurre et l'argent du beurre, défiscaliser son revenu locatif et ne pas être rattrapé en sortie, ça en fait une exception dans le paysage fiscal français et ça en fait la star des régimes d'investissement. Alors deux questions de suivi par rapport à ça. La première, c'est tu parles d'écraser les revenus fiscaux, mais finalement, enfin les revenus qui seront fiscalisés, on parle de combien de pourcents finalement? Parce que tu amortis le bien sur une durée généralement autour de 30 ans, me semble-t-il. Donc à peu près 3% par an, c'est bien ça? Voilà, tu as différentes durées d'amortissement linéaire pour chaque composante. Donc le bien lui-même, les murs hors terrain, c'est 3% par an. Après, tu peux amortir les travaux. Donc en fonction des types de travaux, ça va être entre 5 et 15 ans, mais grosso modo 10 ans. Donc si tu fais 100 000 euros de peinture, tu as 10 000 euros de matière déductible tous les ans. Donc si tu faisais 10 000 euros de loyer, tu enlèves 10 000 euros d'amortissement peinture et ça fait zéro. Donc tu as une assiette fiscale à zéro, tu ne payes pas d'impôt. Et après, tu as les meubles sur 5 ans et quelques autres broutilles. Mais tout ça cumulé fait que tu as une grosse matière déductible. Et cette matière déductible, elle vient donc écraser ce revenu pendant le plus longtemps possible. En général, c'est entre 5 et 10 ans, pendant lesquels tu n'es pas fiscalisé. Ok. Dernière question, il y a d'autres avantages au LMNP à part l'amortissement? Pour les phobiques administratifs, il y a l'option forfaitaire qui consiste à cocher juste une petite case sur sa déclaration d'impôt et on a automatiquement un abattement de 50%. Donc ça ne nous amène pas à zéro, contrairement à l'option réelle, qui est l'alternative. Donc soit option forfaitaire, soit option réelle. Option forfaitaire, c'est une case à cocher, on a moins 50% d'office. Et option réelle, c'est passer par un comptable et écraser jusqu'à zéro le plus longtemps possible. Ça demande un peu de paperasse. Alors c'est pas de la défisque au sens Pinel, parce que ça déborde pas sur ma fiscalité personnelle, mais ce qui est génial, c'est que je génère du revenu locatif. En revanche, je ne génère pas de fiscalité
liées à ce revenu. Super, écoute, merci beaucoup pour ce rappel. Jérémy, du coup, de ton côté, le LMNP est beaucoup remis en cause. Il y a également, il y a notamment en fait un rapport de la députée Anaïg Lemer qui est sorti, je crois, autour de la dissolution cet été à peu près, mais sur lequel elle avait dû travailler, j'imagine, depuis bien plus longtemps. Quelles sont les options aujourd'hui sur la table par rapport au LMNP ? Eh ben, je crois que ce dont vient de parler Thierry, c'est exactement le sujet qui est remis en cause, quoi. C'est-à-dire ce principe d'amortissement, donc le beurre et l'argent du beurre, avec l'idée de fond en fait d'essayer d'aligner la fiscalité des revenus meublés et des revenus non meublés. Si on fait un calcul un peu précis, quoi, comme l'a dit Thierry, vous avez des revenus chaque année. Vous avez acheté un immeuble, je ne sais pas, en coût de revient global à 200 000 euros. Vous avez des revenus chaque année que vous avez neutralisés par l'amortissement. Donc, par exemple, 10 000 euros par an. Et ben, du coup, au bout de 10 ans, votre immeuble aura une valeur comptable de 100 000 euros. Et donc, si vous le revendez 200 000, et ben, du coup, vous aurez 100 000 de plus-value, alors même que c'était votre prix d'acquisition initial. Donc ça serait la nouvelle formule où, du coup, si vous le revendez à votre prix de revient initial, avant, c'était le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire il n'y a pas de plus-value. La plus-value était calculée sur le montant investi initialement. Et maintenant, du coup, ça serait calculé sur le montant qui est amorti. Donc, effectivement, on n'a pas de fiscalité pendant les périodes où on amortit, c'est bien, mais on a de la fiscalité à la sortie. Et c'est le sujet principal. Ouais. Et tu pourrais nous rappeler en quelques mots comment ça marche, la fiscalité des plus-values immobilières ? Oula, c'est un peu compliqué. C'est sympa, c'est une question piège, ça. La fiscalité des plus-values immobilières, nous, on le sait. Enfin, il se trouve que c'est un sujet qu'on connaît bien parce que sur les SCPI qu'on gère, la SCPI qui est Pierre, quand on fait de la plus-value, elle est payée par la SCPI. Le calcul de la plus-value correspond à la somme de tous les porteurs de parts au prorata du nombre de parts qu'ils ont. D'accord. Donc, du coup, quand on vend un actif immobilier, on s'amuse bien parce que si tu as 8000 clients, du coup, tu dois calculer chaque petit client combien il aurait payé, et puis après, tu fais remonter ça dans ta SCPI, puis tu le payes pour les personnes physiques. Donc, elle est en 3 parties, la plus-value immobilière. Tu as une partie cotisation sociale, CSG, CRDS, avec une période d'amortissement, mais qui est différée de quelques années au début. D'abattement, c'est ça ? Pour durée de détention. Une période d'abattement, excuse-moi. Je crois que c'est à partir de la 7e année qu'il y a un abattement, et puis après, alors, c'est pas linéaire d'ailleurs, c'est un calcul qui est vraiment compliqué. Il y a deux courbes linéaires différentes, c'est bien ça, je crois. Exactement. Sur la CSG CRDS, tu as une première linéarité qui va entre la 7e et la 30e année de mémoire, et puis après, tu as la partie IR, qui en général a un taux fixe à 19%, et là, pareil, il y a une linéarité jusqu'à la 22e année, mais ça aussi, il y avait des moments c'était 30, des moments c'était 29. Puis après, il y a une troisième taxe dont les gens ne parlent pas, mais c'est la taxe sur les plus-values exceptionnelles. C'est-à-dire que si tu fais plus que 50 000 euros de plus-value, du coup, tu vas payer 1% de plus-value en plus, et puis après, etc. Et je crois que ça monte jusqu'à 600 000 euros de plus-value. Et du coup, si tu fais plus de 600 000 euros de plus-value, tu payes 6% d'impôt en plus. Je ne l'avais pas en tête, celle-là, tu vois. Non, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a en tête. Mais comme sur notre SCPI, on a fait plus de 600 000 euros de plus-value, et du coup, on a découvert cette taxe avec grand plaisir. Et du coup, alors, nos porteurs de parts étaient contents d'avoir de la plus-value. Mais par contre, ils nous ont dit, c'est marrant, entre le brut et le net, c'est un peu plus que prévu. Et donc, voilà. Et alors, question, il y a un abattement sur cette taxe exceptionnelle ? Parce que les deux autres, après 30 ans, tu ne payes plus rien. Celle-là, c'est pas le cas ? J'ai le droit à un joker ? Je suis quasiment sûr que oui, mais je voudrais pas dire de bêtises. Okay. Et ça fait quoi le package total des trois en moyenne ? 19 plus 17,2 plus au maximum 6. T'es 36,2 plus 6, 42. Quelqu'un a fait l'addition là ? Ouais, c'est ça. 42%, ouais. Ce qui est plus que la flat tax, mais en fait, avec un peu d'abattement, c'est pas non plus. Que l'ancienne ou que la nouvelle flat tax ? Depuis ce matin, 33%, je crois. Ouais. Donc là, l'idée serait de potentiellement le supprimer. Alors, il y a peut-être d'autres mesures dont on entend parler qui pourraient radoucir légèrement. Ce que je trouve compliqué, je ne sais pas si d'ailleurs vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que tout le monde parle du meublé comme si le meublé, c'était Airbnb. Ah voilà, exactement. C'est la grande confusion d'Anaïg Lemer, que je respecte beaucoup, mais qui fait un raccourci terrible entre le meublé et le Airbnb. Parce que je peux comprendre que l'homme à abattre, ça soit Airbnb, le tourisme, why not ? Bon, je trouve pas que ça ait des impacts si négatifs, mais pourquoi pas ? Mais en revanche, laissons tranquilles les bailleurs en meublé. On loge des étudiants, on est en pleine pénurie de logement, c'est pas le moment de. Et il y a une confusion parfaite. Dès qu'il y a une table Ikea, ça y est, c'est du Airbnb. Mais c'est pire. Je lisais certains titres de journaux qui disaient taxation retrait du bénéfice pour les locations Airbnb. Et en fait, non, c'est l'amortissement est retiré pour tout le monde. Donc ça n'a rien à voir. Un logement étudiant sur 9 mois sera aussi impacté que du Airbnb sur 2 semaines. Et ils veulent le faire raboter sur la partie forfaitaire.
C'est aussi une autre confusion qui est étonnante, c'est qu'ils veulent réduire l'avantage sur l'option forfaitaire, je vous avais dit, pour les phobiques administratifs. On coche une case, on a un abattement calculé à l'avance. Oui, enfin, le réel marche toujours. Hein. Il suffit de passer au réel si vous voulez continuer à profiter des avantages de l'amortissement. Je ne sais pas pourquoi on ne rappelle pas dans ces journaux qu'il y a aussi l'option réelle qui, elle, n'est pas du tout impactée par cette nouvelle mesure. Par la plus-value, quand même. Par la plus-value, oui, s'il y a reprise d'amortissement, mais en tout cas, l'option forfaitaire qui permet d'écraser le revenu à zéro, il n'est pas impacté tant qu'on reste dans l'option réelle. Donc le fait que l'abattement forfaitaire passe de 70 à 50 ou de 70 à 30, c'est terrible pour les gens qui font du forfaitaire, mais il suffit de passer au réel aussi. Ouais, non, mais je pense que l'objectif aussi, au-delà de lutter contre Airbnb, et je suis d'accord sur ce que tu dis sur le raccourci rapide, mais l'objectif c'était aussi d'essayer d'aligner entre le meublé et le non meublé. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où légitimement on pouvait se dire pourquoi est-ce que le meublé bénéficie de tels avantages fiscaux alors que le non meublé ça tape fort, quoi, hein. Voilà, comme on l'a dit, le calcul de l'impôt. Mais ils auraient pu l'aligner par le haut et pas par le bas. Ils ont dit on va prendre le pire des deux régimes et aligner les deux sur le. C'est pas le moment de mettre un nouvel épouvantail sur le marché de l'investissement locatif. Au contraire, Thierry, tu voudrais réduire les impôts ? Non, loin de moi cette idée, parce que moi je suis mélanchoniste endurci, mais je trouve qu'on va assez loin dans le matraquage du méchant bailleur investisseur avec plafonnement de loyer, DPE, remise en cause du LMNP. Tu connais bien, je pense. Le permis de louer, c'est un sujet, enfin, on pourrait faire un podcast entier sur le permis de louer. C'est un sujet, moi je suis complètement pour le permis de louer. Je trouve ça génial que les mairies aient enfin pris à bras le corps les problèmes de marchands de sommeil, etc. Mais le problème, c'est comme toutes les nouvelles réglementations, c'est-à-dire qu'il y a des mairies qui vont le faire de manière, j'allais dire, très intelligente, mais je ne veux pas être péjoratif envers les autres, mais très constructive. C'est-à-dire, on passe, le logement, oui, il est en très bon état, tout va bien, etc. Sur Kianéos, je sais qu'il y a des mairies dont les gens des permis de louer, ils viennent me dire, nous, on vient voir les logements Kianéos juste pour se faire plaisir, parce que comme ça, on se dit, putain, il y a des chouettes logements dans notre ville. On en est là, quoi. Et puis après, il y en a d'autres, ils nous disent, le logement, il est vraiment très bien, mais la porte de la salle de bain doit être rabotée de 1,5 cm en bas. Eu le cas, c'est terrible. Et donc, du coup, on a un refus de permis de louer parce qu'au lieu de 1,5 cm, on a 0,8 ou 0,9. J'ai eu le cas. Et alors, du coup, on leur dit, mais ne le refusez pas, juste mettez-nous un accord avec justificatif des travaux réalisés. Et là, ils nous disent, ah, mais non, parce que la case est à non, donc du coup, c'est un refus. Mais alors, qui dit refus, dit que vous repartez sur un mois. Et alors, je tiens à dire que ces permis de louer, encore une fois, je suis vraiment pour, c'est génial. Mais on parle beaucoup de pénurie de logement, tu en as parlé juste avant, et je pense que ça a participé à amplifier très très fortement la pénurie de logement actuelle, parce que du coup, si à chaque fois qu'on doit relouer un logement, il y a un délai de 1 mois ou 1 mois et demi pour obtenir un permis de louer. Le délai standard, c'est 1 mois, mais si on doit faire des petits travaux en plus, ça rajoute quand même quelques semaines. Et du coup, on se rend compte qu'avec un turnover moyenne de 3 ans, et du coup, tous les 3 ans, tu as ton parc immobilier qui est vacant pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Donc là, on fait un calcul de quantum, les 3 ans, c'est 36 mois. 1 mois tous les 36 mois, tu augmentes. C'est comme si tu avais supprimé 3% de ton parc immobilier sur toutes les villes où tu as mis un permis de louer. Mais sur un marché qui a un équilibre aussi instable, aussi tendu en termes d'offre et de la demande, tu décales ton offre de 3%, mais je veux dire, c'est devenu un enfer ton truc. C'est très bien, mais la première réaction épidermique du marché, c'est que ça crée une pénurie de logements, ça peut donner lieu à des inflations de loyer, et bien évidemment, on ne parle pas de tous ceux qui louent sans permis de louer, et ça, c'est exactement ça. C'est à chaque fois, les mesures partent d'une bonne intention, elles ont les effets inverses de ce qui était attendu. Moi, j'ai eu le cas dans le Nord où j'avais home cinéma, clim, matelas Teddybear, abonnement Netflix. Enfin, l'appart, c'était un hôtel 5 étoiles et tu avais un défaut de norme sur je sais pas quoi, mais un truc ridicule. Et ils m'ont pas mis le permis de louer et je perds, moi, c'est même pas 1 mois, c'est 2 ou 3 mois de perdu. Donc, en fait, ça tue le business plan. Et donc, les investisseurs se retirent du marché. Tu as la même chose sur le plafonnement des loyers. À Paris, les loyers sont plafonnés. Depuis qu'ils sont plafonnés, en fait, ça décourage les investisseurs parce que, mine de rien, les gens respectent un peu cette loi. Et c'est pas rentable, donc du coup, ils y vont pas. Donc du coup, il n'y a plus d'offres de location à Paris, personne ne peut se loger. Tu vois, en Argentine, on l'appelle le dictateur, mais Milei, première mesure qu'il a prise, c'est enlever le plafonnement des loyers à Buenos Aires. Plus 70% sur les logements, je crois, un truc plus 70%. Donc tout le monde est revenu et les loyers sont crachés. Mais parce qu'en fait, le plafonnement des loyers, il ne fait qu'augmenter les loyers. C'est ça le truc. C'est que tu plafonnes les loyers, donc tu as moins d'offres. La loi de l'offre et la demande fait que le peu d'offres qui restent, déjà ils s'en foutent du plafonnement parce que ceux qui restent, ils le contournent. Tu as 10 000 baux pour le contourner, tu as le bail civil, tu as le bail mobilité, tu as le bail société, tu en as plein. Et ces gens-là intelligents, ils pratiquent des loyers qui sont 2 fois plus élevés parce qu'ils sont en monopole, tout le monde s'est retiré. C'est rigolo parce que j'ai le sentiment que ce que vous décrivez finalement, c'est cette inflation normative. Et que c'est peut-être l'accumulation qui, au bout d'un moment, dégoûte. C'est-à-dire que chacune de ces lois, pourquoi pas, mais toutes les lois en même temps, c'est
peut-être un peu beaucoup. Ouais. Nous, effectivement, c'est pour ça qu'il y a eu un moment où on a pris la décision là, de créer notre propre entité de gestion locative. D'ailleurs, avec 4000, 5000 lots, on fait déjà partie des principaux acteurs de France. Et donc, du coup, on a, comme tu dis, un refus de permis de louer. Pour moi, c'est 1 mois parce que on a cette expertise. Mais c'est vrai que pour les autres, ça peut être 2 ou 3 mois. Donc, quand je disais 3% de vacances locatives en plus, c'est peut-être plutôt 5 ou 6 ou 7. Ça crée un vrai déséquilibre. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu que ce marché de la gestion locative, moi, je parle de hyper-réglementation du marché immobilier résidentiel. Et en fait, c'est comme tout, on part d'un marché qui est très peu réglementé et qui nécessite comme on dit, lutter contre les marchands de sommeil. Moi, je passe ma vie à visiter des immeubles qui sont insalubres, qui sont innommables, qui sont loués, et ça me rend fou. Mais effectivement, on va sur des extrêmes qui sont très forts. Et puis, alors, ce qui est frustrant aussi, c'est que aujourd'hui, comme c'est des règles qui sont assez nouvelles, ils recoupent les services qui s'occupent des réglementations ne vont pas forcément recouper les différents canaux d'information qu'ils ont de manière à identifier les gens qui n'auraient pas fait ces demandes éventuelles. Moi, je dis toujours aux communes, vous demandez des permis de louer, mais je veux dire, recoupez avec votre fichier de la CAF. Regardez tous les locataires qui perçoivent de la CAF et dites-vous si tous ces locataires, effectivement, ils sont dans un appart qui a eu le permis de louer. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a plein qui ne l'ont pas. Et puis alors, au lieu d'aller être extrêmement tatillon, même si c'est bien d'être tatillon, vous avez une grosse part de votre travail qui devrait être d'aller chercher tous ceux qui louent alors qu'ils n'ont pas de permis de louer. Et ceux-là, effectivement, d'aller leur dire, faites les travaux nécessaires dans vos logements, quoi. Ouais, les fruits bas, les choses faciles à faire, quoi, la loi de Pareto. Du coup, là, par rapport au LMNP, pour recentrer un petit peu, parce qu'effectivement, on pourrait parler de toutes les lois de l'immobilier. Là, l'enjeu, c'est plutôt faire un point relativement drivé par l'actualité. Comment un investisseur actuel qui a fait du LMNP, qui a peut-être 1 bien, 2 biens, 3 biens, que peut-il faire? Quelles sont ses alternatives? Doit-il se faire harakiri? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Est-ce qu'il faut revenir à la fiscalité des revenus fonciers? D'ailleurs, Jérémy, je serais preneur que tu nous rappelles la fiscalité classique des revenus fonciers traditionnels. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qu'ils peuvent appliquer pour leurs biens? Donc non, je ne vais pas parler de la fiscalité des revenus fonciers, sinon il n'y a plus personne qui investit dans ma SCPI demain. Les revenus fonciers, c'est des cotisations sociales plus impôt sur le revenu. 17,2 les cotisations sociales. Ouais, voilà. Donc du coup, en plus, si on est un petit peu honnête sur la partie impôt sur le revenu, on regarderait plutôt la tranche marginale d'imposition, parce qu'un investissement, du coup, ça va être des revenus supplémentaires. Donc oui, on peut vite arriver à des taux qui sont très élevés. Oui, qui sont de la TMI max, c'est quoi? C'est 40 TMI, et quelques? c'est 45. Plus 17,2, donc ça fait combien? Plus tu as la CEHR, donc ça fait encore plus, c'est 62,2. 62,2. Non, mais après, il y a un moment, on potentielle. arrête d'additionner parce que ça devient malaisant, quoi. C'est à 2 tiers d'impôt sur tes loyers, quoi. Donc il y a des solutions, effectivement. Par exemple, une qui est très connue dans le monde des SCPI, mais on va être rapidement dessus parce que c'est pas le sujet du jour, mais le démembrement de propriété. On a beaucoup de gens qui inscrivent en nue propriété. Du coup, au lieu de percevoir des loyers, ils ont la nue propriété qui devient de la pleine propriété. Et donc la valeur de leur investissement augmente. Et ça, le passage de la nue propriété à la pleine propriété, c'est pas de la plus-value. Voilà, c'est un changement de statut juridique. Bon, voilà. Mais effectivement, il y a des alternatives. Nous, il y a une alternative qu'on travaille beaucoup chez Canéo. Je crois qu'on est probablement le principal acteur en France sur ce sujet. C'est la loi de Normandie. Donc la loi de Normandie, c'est une sous-catégorie du dispositif Pinel. Donc les avantages, c'est la même chose que le Pinel d'il y a quelques années avant qu'il soit raboté. Sur 6 ans ou sur 9 ans, voire même sur 12 ans, on a une réduction d'impôt de 2% du montant investi. Donc vous achetez un immeuble 100 000 euros, vous faites 100 000 euros de travaux, je caricature. Il faut être présent dans certaines villes. Il y en avait 238 historiquement. Aujourd'hui, il y en a à peu près 1 millier. Sur votre prix de revient, vous allez pouvoir déduire, donc avec mon exemple, 2% de 200 000 euros, 4 000 euros d'impôt en moins pendant 6 ans ou pendant 9 ans. Donc ça ferait 12 ou 18% de réduction d'impôt au total. Puis après, on peut même proroger encore 3 ans. Mais les 3 dernières années, entre la 9e et la 12e année, c'est plus que 1% de réduction d'impôt chaque année. Mais du coup, le package global, la 12e année, ça fait 21% de réduction d'impôt. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi intéressant parce que, comme le Pinel, c'est calculé sur le prix de revient et c'est une réduction d'impôt. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de débat d'amortissement, pas amortissement. Votre prix de revient, c'est 200 000 euros. Avec l'exemple que j'ai pris, si vous revendez votre immeuble 200 000 euros, il n'y a pas de plus-value. Parce que le prix de revient t'inclut les travaux, c'est bien ça? Voilà, exactement. Voilà. L'autre sujet dont tu as parlé, l'autre alternative, ce serait le déficit foncier. Et donc là, l'idée du déficit foncier, c'est de se dire, j'ai beaucoup de revenus fonciers. Quand je fais des travaux, je les passe... faire de la compta, je les passe en charge dans mon compte de résultat. C'est-à-dire, j'ai d'un côté des revenus, de l'autre côté des charges. Les impôts, ils sont tous en charge. Mais là, ça pose un autre problème. Je prends exactement le même exemple. On achète un immeuble 100 000 euros, on fait 100 000 euros de travaux. Donc, les 100 000 euros de travaux, on va les passer en déficit foncier. Donc, du coup, ça va venir annuler mes revenus fonciers pendant 1 an. C'est reportable un petit peu, donc quelques années. Mais par contre, si cet immeuble, je le revends 200 000 euros, effectivement, mon prix de revient, là, cette fois-ci, c'est que 100 000 euros. Donc, j'ai 100 000 euros de plus-value avec le calcul dont on a parlé tout à l'heure.
Et surtout, quand tu as voilà. épuisé ton déficit foncier, tu prends la TMI plein pot, quoi. Et quand tu as épuisé ton déficit foncier sur tes revenus, c'est-à-dire que l'idée, c'est souvent les gens qui ont des revenus fonciers, c'est parce qu'ils ont déjà des investissements locatifs. Donc, du coup, ils vont acheter un autre immeuble ou un autre logement pour faire des travaux, pour générer du déficit foncier et pour gommer les premiers revenus locatifs. Mais après, du coup, il y a un moment, ils ont fini de gommer, mais ils ont encore plus de revenus fonciers parce que du coup, ils ont acheté un nouvel appartement. Donc, effectivement, ça peut être un peu la fuite en avant. La fuite en avant, effectivement, elle peut se finir à 22 ans ou à 30 ans quand, du coup, on bénéficie des périodes d'amortissement sur la plus-value. Mais c'est vrai qu'après, derrière, j'ai eu connaissance de gens qui me vendaient des immeubles dans la SCPI, c'était des gros propriétaires, et ils m'ont dit, il y a un moment, on a l'impression d'être un peu pris au piège, entre guillemets. Bon, c'est des gens qui sont très fortunés, on ne va pas les plaindre non plus, hein, mais de la fuite en avant, toujours faire des nouvelles opérations pour régénérer du déficit foncier. Et une des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans ma vie, c'est savoir si on peut passer du foncier au LMNP. Une fois que tu as fini ton déficit foncier, est-ce que tu peux dire, moi, allez, je switch en LMNP et j'amortis et je ne me prends pas de TMI sur mes... C'est la question. Alors ça, c'est une bonne question à laquelle je ne répondrai pas. Par contre, je pense que tout à l'heure, on a peut-être été un peu rapide. Quand on faisait des sujets sur les calculs d'imposition sur la plus-value, je ne suis pas sûr que les durées d'amortissement fonctionnent aussi pour le LMNP. Voilà, donc ça, c'est des sujets auxquels il faut peut-être être attentif. Tu veux dire que c'est des durées linéaires d'amortissement différentes pour le LMNP option réelle? Ça veut dire que je pense que ça ne marche pas de la même manière, mais moi, je ne suis pas spécialiste du LMNP. C'est-à-dire que si tu as un immeuble en LMNP et que tu le gardes pendant 30 ans, et du coup, est-ce qu'à la fin, la plus-value est complètement défiscalisée de par ces 30 ans? Oui, mais ce n'est pas de l'abattement pour durée de détention, c'est de l'amortissement sur une durée linéaire de 30 ans. Ouais. Et la réponse est oui, à la fin, effectivement, ta valeur nette comptable, elle est effectivement à zéro. Ouais. Mais dans le dispositif LMNP, on considère qu'elle est telle qu'elle était au premier jour. Il y a une autre option dont on n'a pas encore parlé, potentiellement, c'est la SCI, et notamment la SCI à l'IS, parce que la SCI à l'IR, donc l'impôt sur le revenu, elle ne change rien, vous êtes toujours imposé à l'IR. C'est quelque chose que vous faisiez, Thierry, la SCI à l'IS? Et est-ce que ça peut être un peu une bouée de sauvetage pour les investisseurs LMNP actuels? Ça réplique les effets du LMNP sur la partie amortissement, quoique c'est un peu mieux, je vais préciser. Mais on n'a pas le côté argent du beurre en sortie, parce que tous les amortissements pratiqués sont repris dans le calcul de l'imposition en sortie, ce qui fait que l'assiette est plus grande. Enfin, on est plus taxé à la sortie. Mais il y a quand même deux avantages à la SCI et à l'IS. Un, c'est qu'il n'y a pas d'aléas réglementaires comme sur le LMNP où chaque année on essaye de le tuer. Ça fait stresser les investisseurs qui ne savent pas si le schéma va durer dans le temps, si les effets sont rétroactifs. Déjà, l'incertitude réglementaire fait que le régime LMNP commence déjà à mourir, même s'il est maintenu, parce qu'on sait qu'il va être remis en cause chaque année. La SCI LIS, elle a le mérite d'être stable. C'est un véhicule quasi napoléonien. L'IS, c'est stable, ça a plutôt tendance à baisser historiquement pour s'aligner sur les autres pays. Donc au moins, on sait à quelle sauce on va être mangé. C'est une sauce qui n'est pas très piquante sur la partie revenu, parce que l'IS... il est souvent en taux réduit quand on le fait en immobilier. Parce qu'à 15%. Oui, plutôt à 15%, parce que l'IS, il est calculé non pas sur les loyers, il est calculé, c'est pas, parce que l'IS à 15%, c'est plafonné à 38 000, c'est ça? 42 000 et quelques. 42 000, pardon. C'est pas 42 000 de loyer, c'est 42 000 de bénéfices. Et pour générer du bénéfice, il faut se lever tôt, parce que on a déjà pratiqué un amortissement, on a écrasé à fond. Donc déjà, s'il reste 42 000 euros, c'est vraiment qu'on est sur un gros parc. Tout ça pour dire que dans la grande majorité des cas, on est imposé à 15% si jamais on a le malheur de générer du bénéfice un jour. Alors qu'en LMNP, ce qu'on oublie, c'est qu'une fois qu'on a épuisé notre amortissement déductible, en fait, on se prend la TMI, le taux marginal d'imposition à 40 dont on parlait. Quand on a fini d'amortir, il y a un petit bout de profit qui commence à poindre, là c'est TMI plein pot. Alors qu'en SCI LIS, quand on commence à avoir un peu de profit parce qu'on a épuisé sa matière déductible, c'est que 15% d'imposition sur le petit bout qui dépasse au bout de 7-8 ans. Mais là, l'argent, il n'est pas encore chez l'investisseur, là, il est encore dans la SCI. Oui, c'est vrai. Alors c'est plus un véhicule de capitalisation où on va snowballer les profits et les réinvestir et les releverager et faire grossir le gâteau. Et on verra comment il sera mangé à terme. Dans les cas que j'ai vus, c'est plutôt transmis aux enfants parce que les parts de SCI, elles sont moins fiscalisées. Donc c'est un véhicule de capitalisation avec très peu de frottement fiscal pendant la durée de portage ou pendant la cession aux enfants, donation. Mais en revanche, c'est vrai qu'on est fiscalisé à la sortie et c'est le point négatif par rapport au LMNP. C'est intéressant parce que tu disais que c'est remis en cause. Effectivement, ça fait plusieurs années qu'on voit le LMNP remis en cause progressivement. Comme ça, votre avis, c'est que le LMNP dans son état actuel a-t-il une chance de durer encore 10 ans? Bon, non. C'est simple, franc et massif. Ouais. Tu partages cette opinion? Pas de façon aussi carrée, parce que comme on en a parlé, mais assez succinctement, je pense qu'il y a eu un moment, tu as dit, mais par exemple, les résidences étudiantes.
Et du coup, je pense qu'on va avoir besoin de sujets spécifiques pour les résidences étudiantes, les résidences seniors, etc. Pour la location traditionnelle, ça, effectivement, je pense qu'il va y avoir un alignement et que la gestion des meubles, enfin... tu as une bien meilleure expérience que moi sur le sujet. Moi, j'ai jamais géré, mais ça doit être hyper complexe de gérer les meubles. Donc, effectivement, s'il n'y a pas un avantage fiscal, du coup, on va juste faire du nu. Donc, je pense qu'effectivement, là-dessus, je vous rejoins entièrement. Je mettrai juste un petit bémol sur des sujets spécifiques. Les résidences seniors en particulier, à mon avis, il va y avoir voilà, Des petites niches un peu là-dessus. Je pense c'est un sujet. Vous louez en nu chez Kianeos? On fait que du nu. Ah ouais. Peut-être potentiellement fin du LMNP dans son format générique, mais peut-être quelques niches de temps en temps. Et du coup, donc là, on a parlé d'autres alternatives pour faire de l'immobilier finalement classique. Il n'y a pas que l'immobilier standard dans la vie, et notamment, j'ai avec vous deux des experts d'alternatives. Alors, tu parlais du De Normandie qu'on peut réaliser à titre personnel, mais je crois qu'à titre personnel, quasiment personne ne le fait. Enfin, où je me trompe peut-être, mais je crois pas. Dans le groupe Kianeos, il y a une filière qui le fait effectivement, mais c'est un nombre assez réduit. Ouais, c'est un nombre assez réduit. Voilà, on va faire quelques centaines de lots par an. Donc ça tombe bien qu'on en parle. Pour le coup, je pense que le sujet du LMNP est intéressant, mais le sujet du De Normandie aussi. C'est une loi qui a une très mauvaise réputation. C'est pour ça qu'il y a personne qui en fait, je pense. Parce qu'au début, quand ils ont commencé, c'était un enfer réglementaire. Ouais. C'est-à-dire que Je me suis arrêté toute la ville n'était pas concernée, il n'y avait que certaines rues. Donc il fallait aller chercher la rue, voire même des numéros de rue. Enfin, c'était lunaire. Et puis après, dans les travaux qu'on faisait, pareil, tout n'était pas concerné. C'est-à-dire il n'y avait que certains travaux, il n'y en avait pas d'autres. Et ça devait être des experts GE, et ça devait être certains gestes. Et en fait, ils ont fait... ils ont fait ce qu'ils ont fait, on va pas juger. Mais du coup, ils sont passés d'un truc qui était hyper ciblé, hyper restrictif, hyper pointu, mais quand tu lisais la loi, hyper bien. Parce que du coup, ils se concentraient sur les rues qui avaient besoin vraiment d'investisseurs, les travaux qui avaient vraiment une légitimité à être éligibles, etc., etc. À un truc à dire, ok, mon truc, ça marche pas du tout, personne en fait, c'était une usine à gaz. Donc du coup, maintenant, toute la ville est éligible. Tous les travaux sont éligibles. Et du coup, là, c'est presque trop sympa, quoi. On va faire un De Normandie, place Vendôme avec Clément. Voilà, là, il y a quand même que certaines villes qui sont éligibles. Et effectivement, c'est quand même globalement des villes tiers 2, tiers 3. Voilà, il y a quelques exceptions. Ok, parce que là, donc, tu nous avais rappelé tout à l'heure l'avantage fiscal du De Normandie. Mais il y a d'autres formes d'investissement qui sont... Moi, je pensais plutôt en fait aux véhicules. Parce que, notamment, Jérémy, toi, tu es quand même le spécialiste des véhicules d'investissement, dans le résidentiel en particulier. Il y a la SCPI résidentielle classique. Et du coup, peut-être, est-ce que tu peux nous présenter un peu la gamme des options qui s'offrent à un investisseur qui se dirait finalement la gestion d'un locataire, peut-être que ça valait le coup quand je payais aucun impôt, mais maintenant, niet. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Effectivement, les SCPI, je pense que c'est des produits d'épargne aujourd'hui assez démocratisés. Il y a quand même pas mal de gens qui en connaissent. Je crois que si on parle de ce qu'on appelle dans le jargon les SCPI de rendement, c'est-à-dire des SCPI sur lesquels on vient pour percevoir des loyers, donc sous forme de dividendes chaque mois ou chaque trimestre, suivant les SCPI. Je pense qu'effectivement, Kianeos est un peu l'ovni. On est, je crois, les seuls vraiment pure player résidentiels. Ouais, il y avait Primonial qui avait essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont fait une SCPI, ils en ont fait deux. Ils ont fait Primo Family, mais qui avait des performances relativement modestes, et Patrimo Croissance, mais qui était une SCPI de capi, et pas de rendement. Et les alternatives, et puis il y a toutes les autres SCPI, mais qui font des bureaux, des commerces, etc. Donc effectivement, nous, on est ravis quand on a des investisseurs. On se présente aussi comme une SCPI utile, au sens où notre idée, c'est vraiment d'acheter des immeubles abîmés, délabrés, etc., et de participer à remettre de nouveaux logements sur le marché sans avoir le coût environnemental de la construction. Voilà, on est vraiment, on va dire, des écolos dans l'âme, etc. Et puis avec cet objectif social, moi, c'est ce qui me plaît dans l'immobilier, c'est de faire de l'humain, c'est d'être en contact avec les locataires, de comprendre leurs problématiques, d'essayer de les résoudre. On n'y arrive pas bien tous les jours, surtout quand on en a autant, mais voilà, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe. Et donc, du coup, on a effectivement deux types de SCPI. Cette SCPI Kianeos Pierre qui est du rendement et une SCPI qui s'appelle Kianeos de Normandie. On en lance une nouvelle chaque année. Donc là, c'est différent. C'est des SCPI, ce qu'on appelle la capitale fixe, des SCPI fiscales avec l'avantage fiscal. Donc les gens qui souscrivent, ils ont 2% de réduction d'impôt pendant 9 ans. Et puis après, une fois que la période de location de 9 ans est terminée, on revend les immeubles, on rembourse les investisseurs. Et c'est vrai que voilà, c'est des SCPI qui nous permettent de faire des travaux encore plus lourds parce que pendant 1 an au début, il n'y a pas du tout de revenus. On est sur des travaux de structure, on rachète vraiment des immeubles là qui sont plus qu'abîmés, qui sont inhabitables en l'état. Et donc du coup, nous, ça nous tient à cœur de participer un peu à cette redynamisation des centres-villes pour les gammes de SCPI. Et sur le De Normandie, tu as tes 2% par an, mais tu es fiscalisé sur les loyers ou sur les rendements ? Ouais. Donc tu es fiscalisé standard. Tu as une fiscalité standard sur les loyers, mais tu peux défiscaliser de et donc, du coup, moi, je fais souvent le calcul un peu bête, quoi. Forcément, les gens qui viennent chercher de la défiscalisation, en général, ils ont moins une TMI à 30, on va dire, 30 ou 40. Donc, on va dire un taux d'imposition global à 50%. Nous, on vise de leur distribuer entre 3,5 et 4. Donc, s'ils perçoivent 4
ils vont payer 4% de rendement, ils vont payer la moitié en impôts, donc 2%, mais ils vont avoir les 2% des fiscs, et du coup, ça leur fait un espèce de produit à 4% net d'impôts sur du résidentiel, en se disant qu'ils ont eu ce gros impact environnemental, social, etc. Et du coup, ça commence à trouver quand même un certain succès. Surtout que si tu vois, Voilà. moi je préfère la manière dont nous on le présente aux clients, en fait c'est même l'inverse, et on leur dit, vous aurez potentiellement 4%, alors encore une fois c'est non garanti, je le précise, etc., mais potentiellement 4% net d'impôts, c'est égal à 8% brut. C'est ça, exactement. Et C'est ça, en notre fait, tout manière à de coup, voir les ça choses. change Ouais. complètement parce Ah que ouais. 8% brut, là, pour le coup, les gens adorent. Ouais. Mais le remettre sous ce format-là, je trouve que c'est assez puissant souvent pour les... Et puis alors, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des SCPI aujourd'hui qui font du 8%, mais on se dit, waouh, c'est incroyable, est-ce qu'elles vont tenir ça longtemps? Alors que nous, quand on dit, on fait 4% sur du rési, comme je pense on a prouvé qu'on savait faire des travaux correctement et puis qu'on sait gérer la gestion locative correctement, du coup, on se dit, ouais, 4%, c'est bien. Mais vous faites un peu plus, hein, c'était pas à 5 Sur les SCPI de rendement, c'est aussi un peu atypique, mais parce qu'on fait du résidentiel, on est atypique dans le spectre des SCPI. Le taux de distribution, effectivement, on vise autour de 5%. Mais par contre, on a surtout une appréciation régulière du prix de part. Ça, effectivement, je crois que depuis 2018, on a augmenté le prix de part de 11%. Donc ça fait entre 1 et 2% par an. Du coup, rendement et capitalisation, quoi. Voilà, exactement. Et alors, dans le monde des SCPI, je crois qu'il y a une nouvelle directive depuis 1 an ou 2 de l'AMF qui dit maintenant, il ne faut plus communiquer en taux de distribution, ou en tout cas, ça ne doit pas être la méthode de communication centrale. Méthode de communication centrale, ça doit être le TRI, le taux de rendement interne, qui permet de prendre à la fois les frais d'entrée, les commissions de souscription, le taux de distribution, la revalorisation du prix de part. Tu as le RGI aussi, le rendement global immobilier, qui est un peu la même idée, mais qui est basé sur la valeur de réalisation, ce qui est hyper compliqué parce que personne ne la connaît. Et du coup, à ce petit jeu-là du TRI, il y a un de vos confrères CGP qui a sorti un classement, et effectivement, Kiana Hospire sortait très très bien. Et donc, ça nous a fait plaisir de nous dire TRI alors, je crois que sur TRI 5 ans, en prenant en compte, comme je disais, les 11% de frais de souscription, on était quand même autour de 5,5. Alors, étant donné les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances à venir, mais en tout cas, sur le résidentiel, il y a plus de stabilité. On peut dire. Alors, le problème du TRI, pour moi, la seule raison pour laquelle je suis un tout petit peu dubitatif sur le fait d'utiliser le TRI, c'est que déjà, il y a énormément de SCPI qui se lancent sur lesquels il est absolument impossible de calculer un TRI. Il faut 5 ans d'histoire. Et 5 ans, c'est même trop peu parce que tu l'as rappelé, vous avez plus de 10% de frais de souscription. En fait, sur 5 ans, tu détruis ton TRI. Tu ferais le même sur 10 ans, en fait, tu aurais peut-être à 6, 6,5, 7. C'est là que c'est pour ça que sur les SCPI, je trouve que c'est un peu compliqué le TRI. Et du coup, il y a aussi d'autres méthodes, parce que là, on a parlé des SCPI, effectivement, c'est évidemment notre spécialité, donc si vous voulez en faire, n'hésitez pas à vous rendre sur Louvainvest. Toi, Thierry, tu as une approche un peu différente. Je ne sais pas si tu veux nous en parler de ce que tu proposerais aussi comme alternative sur toujours du résidentiel, mais dans un format revisité. Alors moi j'ai un nouveau projet qui est autour du micro-logement parisien. Et à force de faire des OP avec Mastéos, je me suis rendu compte qu'il y a un vivier de micro-logements à l'abandon dans Paris. Donc on parle des chambres de bonne, mais aussi des studios premier, deuxième étage qui font entre 9 et 14 mètres carrés et qui sont à 85% inexploités. Donc ça fait 1 million de mètres carrés en plein dans la capitale, habitable mais pas habité. Mon nouveau projet Atome, c'est de racheter ces micro-logements à l'abandon en plein Paris, les réhabiliter avec des techniques architecturales issues du yachtisme, des wagons-lits de l'Orient Express, de tous les gens qui ont tenté de faire des écrins de luxe de micro-espaces et de les louer à des gens qui sont des nomades, les télétravailleurs, les salariés en mobilité, les startups qui ont des sujets logement temporaires. C'est le nouveau projet et j'invite les gens à regarder le marché des micro-studios parisiens. Et moi, je vais structurer un fonds. Ça sera probablement un FPCI qui me permettra de faire du rendement, mais aussi quelques opérations d'arbitrage qui sont autorisées dans ce véhicule pour booster le TRI et participer à la réhabilitation de ces micro-logements parisiens. Merci à tous les deux. J'ai trouvé que c'était un excellent échange. Merci beaucoup. Merci Clément.